Bienvenue dans ce légal, le dernier de notre année judiciaire. Nous allons vous parler aujourd'hui de technologies émergentes et de leur impact sur la protection des données. Et les présentations d'aujourd'hui seront assurées par un trio, Sophie Everard, Léa Cartemont et enfin Kimberly Orings. Le programme d'aujourd'hui, on va aborder 4 questions. On va voir les particularités de chaque type de technologie, à savoir l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, donc les objets connectés, et enfin la blockchain et leurs implications respectives en matière de protection des données. Et les 3 questions donc aborderont successivement l'intelligence artificielle, les objets connectés et puis la blockchain au travers d'un seul cas pratique qui est celui d'une entreprise qui développe des solutions technologiques. Nous l'avons appelé Smart Building et son but est de développer des solutions pour optimiser et sécuriser les locaux des grandes entreprises. Donc, elle a plusieurs idées, plusieurs buts dans les produits qu'elle propose. La gestion, donc le confort et l'économie dans l'occupation des bureaux. Par exemple, pour prédire les taux d'occupation des bureaux en analysant les badges d'entrée, les agendas du personnel et l'historique d'utilisation des salles, donc pour permettre de prédire l'occupation des bureaux et en déduire le chauffage nécessaire, par exemple, ou alors encore pour ajuster la ventilation et le chauffage en temps réel selon la présence dans les bureaux grâce à des capteurs de mouvement dans les montres connectées du personnel. Donc voilà toutes des idées innovantes et on va voir si elles sont compatibles avec la protection des données. Enfin, un deuxième axe que poursuit cette société, c'était un but de sécurité des locaux où on veut pouvoir tracer les demandes d'accès à certaines zones sensibles comme les locaux où se déroule la recherche et le développement, la salle serveur ou les archives relatives aux ressources humaines. Et donc là, notre société exemple, donc Smart Building, propose d'utiliser un registre blockchain afin que ces archives soient inaltérables. Et donc, nous allons voir si tout ceci est possible au regard de la protection des données. Et donc, première question, on va vous tracer un peu les particularités de chaque technologie pour que ça soit bien clair dans la suite de l'exposé. Donc, je passe la main à Sophie Everard pour vous expliquer ce qu'il en est de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Fanny. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors tout d'abord, l'idée c'est de passer en revue les 3 technologies dont on va vous parler aujourd'hui et en très bref vous expliquer de quoi il s'agit. Alors ici, l'intelligence artificielle, vous en avez entendu sûrement tous parler. Donc il s'agit de systèmes informatiques qui sont capables d'imiter certaines fonctions humaines. Par exemple, comprendre un langage, analyser des données, prédire un comportement ou même créer du contenu, des photos, des vidéos, du texte, etc. Donc il y a plein de formes de logiciels d'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui les rassemble? C'est que ces systèmes reposent souvent sur de très grandes quantités de données. Donc pour les entraîner, on va utiliser énormément de données pour alimenter l'intelligence artificielle. Et donc, quelques exemples ici à l'écran de différents outils d'intelligence artificielle. Par exemple, un chatbot que vous avez sur votre site internet qui va répondre automatiquement à des questions de clients, d'usagers, etc. Un autre exemple, ça serait un outil RH qui va trier des CV dans une première ligne et puis après vous proposer les profils les plus intéressants. Ça peut être aussi fait par l'intelligence artificielle. L'exemple qu'on nous a donné dans le fil rouge, qui est le système de prédiction de l'occupation des bureaux pour optimiser les espaces de travail. On peut aussi utiliser de l'intelligence artificielle. Et puis peut-être le cas le plus utilisé par tout le monde, c'est tout ce qui est générateur de texte, d'images, de vidéos, que ce soit pour faire de la communication ou en support administratif. Et donc tous ces outils peuvent vraiment améliorer l'efficacité de votre travail, mais il y a clairement des questions juridiques et éthiques qui s'imposent derrière. Et donc, il faut savoir que depuis l'année dernière, il y a un nouveau règlement qui s'appelle le règlement IA, qui est un règlement de l'Union européenne qui vient cadrer l'utilisation, le développement de l'intelligence artificielle et
qui est doucement en train de rentrer en application. Tous les articles ne sont pas encore applicables. Certains le sont, on va le voir un peu plus tard. Mais voilà, sachez que ça existe, qu'il y a des règles désormais pour encadrer l'intelligence artificielle, en plus des règles de protection des données, de RGPD, dont on va vous parler tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, les objets connectés, en bref, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va parler d'Internet des objets en français ou d'IoT en anglais pour Internet of Things pour désigner un réseau, une infrastructure, soit un ensemble des objets physiques qui sont connectés à Internet et qui sont capables de collecter, stocker, transmettre, voire même analyser des données. Dans un avis du groupe de l'article 29, qui est donc l'ancien Comité européen de la protection des données, on définit l'IoT comme une infrastructure dans laquelle des milliards de capteurs sont intégrés dans des dispositifs courants, des objets de la vie quotidienne, et qui vont interagir avec d'autres dispositifs ou systèmes par un réseau. Et donc cette définition de du groupe de l'article 29, elle insiste sur une impression d'une informatique qui est là partout et tout le temps. Pour vous donner quelques exemples d'objets connectés, vous verrez qu'en fait, ça regroupe énormément de catégories différentes, puisqu'on vise tant des capteurs environnementaux qui visent à améliorer la qualité de l'air ou à simplement mesurer la qualité de l'air, l'humidité, la température. On vise aussi des objets connectés plutôt personnels, comme des montres, des bracelets, des trackers de sommeil. Ça concerne également les objets de domotique, donc le fait d'avoir des thermostats intelligents, des volets intelligents ou encore des assistants vocaux. Et puis de manière plus large, ça peut concerner des villes entières qui seront désormais intelligentes, ce qu'on appelle aussi des smart cities, via des feux de circulation intelligents, un éclairage public adaptatif ou un système de gestion des déchets automatisé. Et alors d'autres petits exemples de type voitures connectées, des frigos, des chariots de supermarché même, ou encore des robots industriels ou des dispositifs médicaux. Donc, quand on parle d'objets connectés, on entend aussi bien des appareils de la vie quotidienne que des appareillages plutôt destinés à un usage public ou industriel, tels que de nouveau appareils médicaux, machines agricoles, chaînes d'approvisionnement, robots industriels. L'idée, c'est vraiment que l'IoT crée des environnements intelligents avec des technologies numériques pour optimiser la façon dont nous vivons nos vies au quotidien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais ici vous expliquer brièvement en quoi consiste la blockchain. Donc, la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Et ce qui la distingue, c'est que ces informations sont transmises simultanément à tous les utilisateurs du réseau. Elle va aussi fonctionner sans organe central dans la majorité des cas, grâce à une décentralisation du stockage et du traitement des données. Donc, pour vous donner quelques exemples concrets, on a par exemple les crypto-monnaies, donc par exemple le Bitcoin que beaucoup d'entre vous connaissent. On peut aussi voir l'application de la blockchain dans le secteur de la santé, par exemple pour la traçabilité des médicaments ou encore pour gérer des dossiers médicaux électroniques. Ou encore un autre exemple, c'est dans l'enseignement où on peut enregistrer de manière fiable des diplômes ou des certificats. Alors, il existe quatre sortes de blockchains qui peuvent être classées en fonction de leur politique d'accès, de leur participation et de contrôle à l'infrastructure. Donc la première, ce sont les blockchains publiques qui permettent à n'importe qui de participer. Donc chacun peut lire, écrire ou créer des blocs et elles sont totalement décentralisées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui va contrôler les opérations et c'est la communauté qui va valider les transactions. Donc c'est par exemple le Bitcoin. La seconde, c'est les blockchains privées qui sont à l'opposé. Et donc, dans le cas des blockchains privées, l'accès est restreint et on va avoir un système qui est plus fermé et centralisé. Troisième exemple de sorte de blockchain, c'est les blockchains hybrides qui vont se retrouver entre les blockchains publiques et les blockchains privées et qui vont permettre de rendre certaines données accessibles au public et restreindre l'accès de d'autres informations à d'autres utilisateurs. Et alors enfin, la quatrième sorte de blockchain, c'est la blockchain consortium,
qui permet au réseau de ne pas gérer avec une seule entité, mais que ce soit géré par un groupe d'organisations qui va décider ensemble des règles du système. Et donc, chaque participant peut avoir des règles et des accès différents, mais c'est une question de cogestion et de se faire confiance dans le réseau. Alors, la blockchain fonctionne brièvement de la façon suivante. Donc, c'est considéré comme sûr parce que les transactions vont être validées par un réseau de participants, donc par des nœuds. Donc, quand vous avez une personne A qui va vouloir effectuer une transaction envers B, ces transactions vont être regroupées dans un bloc. Un bloc donc, va contenir une liste de transactions, des données, un hash qui est en fait une empreinte digitale unique du bloc, et le hash du bloc précédent. Et ensuite, tout ce bloc va être validé par des nœuds, ou nodes en anglais, et qui vont s'ajouter à une chaîne de blocs. Et c'est justement cette structure qui va rendre la chaîne très difficile à falsifier, puisqu'on ne va pas pouvoir modifier la chaîne si tous les nœuds ne sont pas d'accord de la modifier. Voilà. Donc, je repasse la parole à Sophie Everhart pour la suite. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de la protection des données en fonction de chacune des technologies. Alors, premièrement, l'intelligence artificielle. Quand vous allez créer un nouveau logiciel, vous allez utiliser une intelligence artificielle, par exemple dans votre entreprise, comme ici notre fil rouge, où c'est Smart Building qui va développer une solution technologique pour optimiser l'occupation des bureaux. Donc ici, il crée un logiciel IA qui va prédire le taux d'occupation en analysant les pages d'entrée, les agendas Outlook et l'historique d'utilisation des salles. Eh bien, on voit bien ici qu'il va traiter un certain nombre de données. Il va aller regarder dans les agendas, il va aller regarder les badges et éventuellement à qui les badges correspondent. Et donc, on va traiter ici des données, et entre autres des données à caractère personnel. Et quand on traite des données à caractère personnel, on est soumis au RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, et donc on a une série de règles à suivre. Mais d'abord, je voulais revenir sur concrètement quels sont les risques quand on utilise de l'IA. Eh bien, vu qu'on va traiter énormément de données, ça c'est vraiment le premier risque, c'est cette collecte massive et invisible de données. On ne sait pas exactement combien et quelle quantité de données sont traitées, mais c'est vrai que certaines IA récupèrent ou sont entraînées sur des données absolument énormes, donc vraiment collectées à grande échelle, et sans forcément que les personnes concernées ne soient vraiment informées. Donc il y a vraiment une question ici de transparence et de respect du principe de minimisation du RGPD. Ensuite, un autre risque quand on utilise de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire. En fait, on ne comprend pas toujours comment l'IA arrive à ses conclusions. Donc quand on pose une question à l'IA, par exemple, on va avoir une réponse, mais on ne sait pas très bien comment est-ce que en fait, ça a été traité, comment est-ce qu'on peut expliquer la décision et comment vérifier aussi le respect des droits des personnes concernées. Troisième risque, c'est celui du profilage et des décisions automatisées. Je vais y revenir un peu plus tard, mais il faut savoir que l'IA est parfois utilisée pour établir des profils de personnes, donc de tel âge ou tel sexe ou telle nationalité, ou pour prendre des décisions sans intervention humaine. Donc l'IA va directement prendre une décision. Et dans ce cas-là, quand on traite des données à caractère personnel et qu'on fait du profilage ou des décisions automatisées, donc 100% par IA, eh bien, ça active un article dans le RGPD qui est l'article 22. Et donc, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Le quatrième risque, c'est le fameux risque de discrimination, biais et hallucination. En fait, si l'algorithme a été entraîné sur des données biaisées, donc quand on va traiter toutes les données, il est possible que certaines données soient biaisées parce qu'on a trop de personnes, de données qui sont liées, par exemple, à des hommes, alors que ça ne représente pas l'entièreté de la population. Eh bien, l'IA, elle va répondre sur base des données sur lesquelles elle a été entraînée. Et donc, il est possible qu'il y ait certains biais
voilà, que ça soit amplifié à cause de ça. Et puis, certaines IA génératives, donc ChatGPT, Copilot, etc., peuvent inventer des informations. C'est ce qu'on appelle des hallucinations, et donc ça peut être vraiment problématique si le contenu qu'on reprend ensuite, la réponse, n'est pas vérifiée après par un humain, par vous. Un autre risque, c'est celui de la sécurité, de la confidentialité des données qu'on met dedans, et évidemment la réutilisation non maîtrisée des données. Parce que les données qu'on va utiliser pour de l'intelligence artificielle, elles peuvent être exposées à des risques de fuite de données ou être réutilisées par l'entreprise qui crée l'intelligence artificielle pour d'autres choses. On ne sait pas trop, on peut assez vite perdre le contrôle. Et donc, il faut être très, très prudent dans ce qu'on met comme information dans les modèles d'intelligence artificielle. Et puis, un sixième risque, c'est celui de la difficulté à exercer ses droits. C'est-à-dire qu'une personne concernée par ces données personnelles, elle a des droits en matière de RGPD, entre autres accéder à ces données, comprendre un traitement, demander une rectification, s'opposer à un traitement, etc. Mais quand on utilise de l'IA, c'est en fait beaucoup plus complexe et c'est vraiment assez compliqué de revendiquer ces droits des personnes concernées. Et donc, l'objectif à la fois du RGPD et du règlement IA, c'est d'un peu cadrer et c'est de limiter ces risques au maximum pour garantir un usage éthique et conforme de ces technologies. Alors, on va vous poser une petite question dans le chat, où ça va arriver sur votre écran. Avez-vous été formé au sein de votre entreprise à l'utilisation de l'IA? Alors, est-ce que c'est interdit d'utiliser de l'IA en tant qu'employé? Non, ce n'est pas nécessaire. Oui, et une charte délimite l'utilisation possible de l'IA. Alors, je vous invite à répondre à la question et puis on en parle juste après. Quelques secondes. Alors, donc, on voit ici que plus ou moins la moitié d'entre vous répondent oui et une charte délimite l'utilisation possible de l'IA. Environ 25% répondent juste oui, 25% répondent non, ce n'est pas nécessaire et 4% c'est interdit d'utiliser de l'IA en tant qu'employé. Alors, eh bien, vous avez raison, la majorité d'entre vous a raison, puisque la réponse parfaite, c'était oui, et une charte délimite l'utilisation possible de l'IA. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que depuis ce fameux règlement IA, où certaines clauses, certains articles sont déjà en vigueur depuis le 2 février 2025, et qu'est-ce qui est déjà entré en application? Eh bien, c'est la sensibilisation des employés qui utilisent de l'intelligence artificielle. Quelle que soit la forme de l'intelligence artificielle, que ce soit un logiciel complexe qui utilise de l'IA ou simplement de l'IA générative de style ChatGPT, Copilot, etc. Il faut donc, en tant qu'employeur, voilà, si vous avez des employés, il faut prévoir une formation pour que chacun de vos employés comprenne ce qu'est un outil d'IA, les différentes formes de types d'intelligence artificielle, ses limites, les risques liés entre autres à la vie privée, à la confidentialité, la fiabilité des résultats, il faut parler des hallucinations, des biais, etc. Et surtout de ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, aller mettre des dossiers confidentiels, copier-coller des informations sans vérifier le résultat. Et donc, à la fois, il faut former les équipes, mais il faut également adopter une charte interne, donc un document interne, qui va fixer les règles d'utilisation des outils de l'intelligence artificielle dans votre organisation. Donc, c'est une espèce de règlement, une charte qui va définir ce qui est permis ou interdit, le cas où un accord préalable est nécessaire, par exemple par quelqu'un de la hiérarchie, et puis les responsabilités de chacun en cas de problème.
Et ça va permettre d'éviter les dérives ou les mauvaises pratiques, notamment en matière de protection des données. Et puis, de manière un peu plus large, il faut assurer la transparence. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez un outil d'intelligence artificielle pour rédiger, pour analyser, pour produire un contenu, il faut que ça soit clairement indiqué à la personne concernée, surtout si ça influe un service ou une décision. L'objectif ici, c'est de maintenir cette confiance et de rester dans le cadre légal du règlement IA. Alors, si on revient à notre cas pratique, notre fil rouge qui parle de smart building, qui crée de l'intelligence artificielle, un outil d'IA qui va prévenir combien de personnes il y a dans les salles, etc., en regardant les agendas Outlook, les badges, eh bien, si on regarde vraiment d'un point de vue protection des données, parce que c'est vraiment notre angle de vue aujourd'hui, on va devoir respecter les principes du RGPD, puisque ici, on voit qu'on traite des données à caractère personnel, des noms, des adresses, etc. Et donc, des adresses email, on va devoir respecter les principes du RGPD. Premier grand principe à respecter, c'est la base de l'ICIT. On ne peut pas traiter des données si on ne respecte pas une des 6 bases légales qui est reprise dans le RGPD. Ici, on va regarder et en général, dans le cas qu'on vous a présenté, eh bien, on pourrait soit se baser sur le consentement de la personne, soit éventuellement sur l'intérêt légitime. Donc de dire l'entreprise a l'intérêt légitime d'utiliser de l'IA dans ce cadre-là pour permettre voilà, justement la gestion des salles, etc. Et donc, quand on décide d'utiliser l'intérêt légitime, c'est un peu plus complexe puisqu'on doit faire un test de proportionnalité. On doit se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser de l'IA ou de traiter ces données? Est-ce que c'est utile pour l'objectif poursuivi? Et surtout, est-ce que cela respecte les attentes raisonnables des personnes concernées? Et donc, c'est vraiment important de faire une AIPD, une analyse d'impact sur la protection des données, parce que c'est un système assez intrusif ici, qui va combiner pas mal de données. Et donc, on va faire un document qui analyse les risques en matière de protection des données. Et il faut savoir que, aussi dans le cadre du règlement d'intelligence artificielle, s'il est considéré comme un système à haut risque, pour les personnes concernées, on va devoir aussi faire une analyse d'impact plus générale sur les droits fondamentaux des personnes concernées. Et donc, on pourrait combiner ces 2 documents s'il s'agit d'un système à haut risque. Ensuite, on doit avoir cette obligation d'information de transparence dont je vous ai déjà parlé. Il faut que les personnes concernées par le traitement, elles doivent savoir que leurs données sont utilisées à des fins d'entraînement. Donc, par exemple, pour créer un outil prédictif qui analyserait leur performance, leur absentéisme ou des candidatures internes. Donc, il faut vraiment être transparent. Pourquoi est-ce qu'on utilise leurs données? Que ça soit très clair. Il faut aussi que la personne, le responsable, explique le fonctionnement général du système. Alors, ça ne veut pas dire expliquer exactement le code de l'algorithme et des choses comme ça, mais que les personnes qui sont concernées par le traitement des données comprennent pourquoi est-ce qu'on utilise les données et comment c'est calculé, comment c'est fait de manière générale, comment ça fonctionne. Et puis, on doit aussi leur rappeler leurs droits, donc les droits RGPD, droit d'accès, rectification, opposition, etc. Et cela doit passer par un document qui est clair et accessible en interne, qui va expliquer de manière transparente le traitement des données ici par l'intelligence artificielle. Un autre principe fondamental, c'est celui de la minimisation des données et également le principe de finalité. Donc il faut savoir qu'on ne peut utiliser que les données strictement nécessaires. Donc pas question de collecter au cas où, si une donnée n'est pas indispensable, on ne la collecte pas. Ensuite, la conservation des données, elle doit être limitée dans le temps, donc avec des durées définies, justifiées et proportionnées. Il ne faut pas des stockages, on ne peut pas stocker des données de manière infinie. Il faut vraiment avoir une durée limitée. Et puis, le troisième point, c'est l'interdiction d'élargir les finalités sans base légale claire. Par exemple, ici, on utilise dans notre fil rouge, les données sont collectées pour gérer
la température des salles et le nombre de personnes dans les salles, etc. Mais elles ne peuvent pas ensuite être utilisées pour évaluer la présence ou la performance des travailleurs, sauf évidemment s'ils sont prévenus qu'il y a une nouvelle analyse d'impact, qu'il y a une base légale, etc. Et puis l'accès aux données, elle doit être aussi limitée à un certain nombre de personnes, c'est-à-dire qu'il y aura uniquement certaines personnes, par exemple service RH ou la direction, en fonction un peu du cas, mais seulement certaines personnes qui pourront avoir accès à ces données, et ce n'est pas toute l'entreprise qui peut avoir accès à ces données. Et enfin, on attend vraiment une gouvernance claire et c'est ça qu'on attend, c'est une gouvernance claire, à savoir journalisation des accès, donc voir techniquement qui a accès à ces données, et puis une fois qu'on n'en a plus besoin, effacer, supprimer ces données ou éventuellement les anonymiser, mais il faut qu'en tout cas il y ait une procédure assez claire par rapport à ces données. Je reviens à cette question de profilage et de décision automatisée, donc le fameux article 22 du RGPD. Donc si on utilise un système d'IA pour prédire le taux d'occupation d'un bâtiment, comme ce que crée Smart Building, notre fil rouge, cela peut sembler anodin et on se dit ça n'a pas tellement d'impact sur les personnes concernées, ça va juste nous permettre de voir combien de personnes sont dans le bâtiment. Mais si ces prédictions sont finalement utilisées pour prendre des décisions qui vont avoir un vrai impact. Par exemple, on voit que, suite à l'analyse du système d'IA, on voit qu'il n'y a quasiment jamais personne dans les bureaux, à cet endroit-là, sur un site en particulier, et qu'on décide dès lors de fermer, par exemple, le site en question, ou de supprimer des postes, ou de réorganiser des équipes, eh bien ici, ça a un réel impact sur les personnes, et on rentre dans l'article 22 du RGPD. Et dans ce cas, les personnes concernées, elles disposent de droits spécifiques. Elles peuvent demander qu'un être humain intervienne dans la décision. Donc c'est vraiment dans le cas où l'intelligence artificielle aurait éventuellement décidé à 100% de la décision. Et ici, la personne concernée pourrait dire « Mais non, moi je voudrais qu'un être humain revérifie, intervienne dans la décision ». La personne a évidemment le droit d'exprimer son point de vue et aussi de contester la décision prise par l'intelligence artificielle. Et donc, dans l'organisation, il faut prévoir ce type de procédure pour, si jamais on est dans ce cadre-là, que cette procédure soit mise en place. J'arrive tout doucement au bout de mon exposé, mais il y a encore un point important, c'est le fait qu'on travaille avec une autre entreprise. Quand vous prenez un système d'IA et vous l'intégrez dans votre organisation, par exemple le système qui est développé par Smart Building, notre fil rouge, eh bien, on travaille avec une autre entreprise qui est le fournisseur de l'IA. Et donc, cette entreprise, elle va être considérée d'un point de vue RGPD, d'un point de vue protection des données, comme un sous-traitant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec son sous-traitant? Il faut un contrat de sous-traitance, qu'on appelle aussi DPA, Data Processing Agreement. Et tout ce qui doit être dans le contrat se trouve à l'article 28 du RGPD. Donc, c'est un document qui va préciser les finalités, les instructions, les mesures de sécurité et les responsabilités de chacun. C'est hyper important, évidemment, d'avoir ce genre de document qui relie, qui explique un peu les responsabilités de chacun entre vous, le sous-traitant qui va, par exemple, vous fournir l'outil d'intelligence artificielle. Et enfin, pour finir, juste un petit récapitulatif de ce que je viens d'expliquer. Quand on regarde notre fil rouge, donc Smart Building qui crée des logiciels d'intelligence artificielle à destination d'entreprises pour gérer l'occupation, le taux d'occupation des bureaux, la température, etc. On n'oublie pas de signer un contrat de sous-traitance avec Smart Building si on utilise son logiciel. On va aussi, puisqu'on traite des données et que ça pourrait avoir un impact significatif sur les personnes concernées, on va rédiger une AIPD, une analyse d'impact sur la protection des données. On va également former nos équipes, puisque certains vont utiliser l'intelligence artificielle avec ce logiciel, former et avoir une charte interne.
la charte interne, donc on parle ici de transparence d'information. Comment sont utilisées vos données? Il faut que tout le monde le comprenne bien au sein de l'organisation. Données, concrètement? Est-ce que c'est au sein de l'Union européenne et donc, a priori, c'est conforme au RGPD, ou est-ce que ça part aux États-Unis ou dans un autre pays? Et là, il faut être plus prudent et mettre plus de choses en place. Et également, est-ce qu'on l'utilise uniquement pour ça, ou est-ce que finalement, ces informations vont permettre un certain profilage ou une décision automatisée? Et dans ce cadre-là, il va falloir faire attention à l'article 22 du RGPD et donc mettre en place aussi un certain nombre de procédures pour pouvoir répondre à l'article 22 du RGPD en matière de décision automatisée. Voilà, je passe la parole pour la partie objets connectés. Merci Sophie. Alors, on arrive déjà à la troisième question de cette formation qui est liée aux enjeux de sécurité et de confidentialité qui sont posés par les objets connectés. Donc, voilà. Si on reprend notre fil rouge, donc on a cette société Smart Building qui développe des solutions technologiques à destination des entreprises dans un but d'optimisation de l'occupation des bureaux. Et une de leurs solutions consiste à utiliser l'IoT en proposant une montre connectée qui sera dotée de capteurs de mouvement pour pouvoir, entre autres, ajuster la ventilation et le chauffage en temps réel selon la présence des travailleurs dans le bâtiment, par exemple. Mais avant d'aborder les enjeux de cette solution au regard de la protection des données, on aimerait bien que vous répondiez à un petit sondage sur l'utilisation qui est faite par votre organisation des objets connectés si jamais vous utilisez ce genre d'objet. Et sachez que vous pouvez répondre, cocher plusieurs réponses. Alors, je vois qu'une majorité de personnes expliquent qu'effectivement, s'ils utilisent des objets connectés, c'est principalement pour gérer les bâtiments, donc tout ce qui est capteur de température, détection de présence, éclairage intelligent. Donc ça, c'est parfaitement en lien avec l'exemple qu'on a pris pour vous. Et également, tout ce qui concerne le contrôle d'accès sont des utilisations reprises aussi pour la plupart d'entre vous. Et puis, il y a quand même un quart de ceux qui ont répondu qui n'utilisent pas du tout d'objets connectés. Donc, tout ceci, ça nous mène aux objectifs qui sont poursuivis généralement par l'utilisation d'objets connectés. Et peut-être que c'est justement pour répondre à ces objectifs que certains d'entre vous ont répondu oui au sondage. Les objectifs poursuivis par les objets connectés, c'est d'abord forcément d'améliorer la qualité de vie avec des objets qui vont nous faciliter les tâches du quotidien, mais aussi d'améliorer la productivité. De la même manière, on espère un gain de temps en réduisant des tâches manuelles assez répétitives. Et puis, on espère également pouvoir renforcer l'efficacité énergétique ou créer des services automatisés et intelligents. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les objets connectés, on offre l'opportunité de créer de meilleurs services, de mieux maîtriser les comportements, de fournir une meilleure information et d'anticiper les risques éventuels. Mais la difficulté qui en résulte, c'est que les objets connectés utilisent des dispositifs électroniques pour transférer sur le réseau virtuel un flux incessant de données issues du monde physique. Et bien souvent par des méthodes techniques qui échappent à l'entendement et même au contrôle humain. Et cette absence de maîtrise humaine, parfois totale, sur ces dispositifs techniques et leur utilisation, c'est un élément essentiel à la réflexion qu'il faut prendre en considération d'entrée de jeu au risque, sinon de s'exposer à des biais. Et par rapport à ces enjeux, le principal qui nous occupe en matière d'objets connectés, c'est vraiment cette collecte massive, constante et parfois invisible de données.
Quand on parle de collecte de données, on parle aussi bien de données non personnelles, qui sont plutôt des données techniques, environnementales, et donc qui ne permettent pas d'identifier directement une personne. Et puis, on parle aussi évidemment de données à caractère personnel, soit des informations ici qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. C'est bien cette distinction fondamentale entre les données non personnelles et les données à caractère personnel, c'est cette identifiabilité des personnes. Et pour ne prendre qu'un exemple, vous avez des objets que l'on nomme de quantified self. Les données qui vont être collectées par le biais de ces objets, ça peut être par exemple des habitudes de sommeil, des distances parcourues ou encore le pouls. Et en observant les tendances et les changements de ces indicateurs au fil du temps et en les analysant, les objets connectés peuvent ensuite déduire des informations qualitatives relatives à la santé de l'utilisateur, par exemple. Donc, on a des données quantitatives qui vont se transformer en données qualitatives. Et ces informations qualitatives, une fois recoupées et corrélées avec d'autres, elles vont permettre d'établir un profil de l'utilisateur concerné. Alors, dans le cadre de cette formation, j'insiste sur le fait qu'on ne parle évidemment que de données à caractère personnel. Et puis, pour info, on prévoyait pour l'année 2025 que 41 milliards d'objets connectés soient déployés dans le monde. Donc, ça représente environ 5 à 6 objets connectés par personne. Alors, forcément, tous ces objets ne collectent pas systématiquement des données personnelles, notamment dans l'industrie, mais ça montre que cette technologie émergente est finalement plutôt déjà bien intégrée. Pour se rendre compte également de la diversité des données collectées dans ce cadre, je vous propose ici une petite typologie des données personnelles concernées et vous vous rendrez compte qu'en fait, ça touche énormément de catégories de données différentes, notamment les données de localisation par le biais de GPS, d'adresse IP ou de badge d'accès, mais aussi des données biométriques qui ici sont particulièrement sensibles parce que ça touche directement à l'identité physique de la personne concernée et c'est d'ailleurs souvent utilisé pour authentifier ou sécuriser l'accès à un service. On a aussi les données de santé, je l'ai déjà dit. On récolte également des données qui sont liées à l'identité ou au comportement des utilisateurs. Mais aussi des données transactionnelles de type historique d'usage ou d'achat via ces objets connectés qui vont pouvoir être réutilisés souvent à des fins de marketing. Et puis enfin, tout ce qui est habitude de vie et environnement, que ce soit plutôt dans un cadre domestique par le biais d'objets de domotique ou d'appareils électroménagers intelligents, ou dans un cadre professionnel, notamment par l'usage de capteurs en entreprise, comme c'est déjà le cas pour bon nombre d'entre vous, vu les réponses au sondage. Si je reprends l'exemple de notre fil rouge, vous voyez que l'objectif qui est annoncé par l'entreprise, c'est vraiment d'améliorer le confort des employés et la performance énergétique des bâtiments. Mais en réalité, avec les données qui sont collectées, on peut créer tout un modèle d'occupation basé sur des données de performance et de productivité des employés. Et ça, c'est complètement éloigné des objectifs initiaux et ça pose des défis majeurs en termes notamment de transparence, mais aussi par rapport aux traitements ultérieurs a priori non consentis qui pourront être réalisés par le biais de ces données, et puis également en termes de profilage et même de sécurité informatique. Et justement, pour parler de sécurité informatique, vous n'êtes pas sans savoir qu'un des principes du RGPD en matière de protection des données, c'est la sécurité de ces données, à savoir le maintien de leur confidentialité et de leur intégrité, excusez-moi. Et pourtant, en ce qui concerne les objets connectés, tout particulièrement, le fait qu'ils soient souvent interconnectés et difficiles à tracer, ça a pour conséquence que si un seul maillon de la chaîne saute, c'est l'ensemble du système qui pourra être compromis. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte aux failles de sécurité et aux risques de piratage. Donc, c'est un enjeu essentiel à prendre en compte quand on veut utiliser des objets connectés. Surtout que les menaces de cybersécurité, elles sont en constante évolution, on le sait, et les risques d'attaque, ils ne cessent de se multiplier. Pour vous donner quelques exemples ici, vous voyez qu'on a tout ce qui est paralysie de service, vol ou altération de données, le phishing, le ransomware, même simplement des failles techniques. Le fait de ne pas mettre à jour le matériel ou le logiciel suffit à créer une faille de sécurité, ou encore l'ingénierie sociale. Et si on reprend l'exemple des montres connectées, vous verrez que
si vous avez des capteurs qui sont mal sécurisés, quel est le risque? Une prise de contrôle de la montre à distance, par exemple, et donc un accès non autorisé aux données. On peut éventuellement avoir une collecte silencieuse de données comportementales, par exemple avec une surveillance RH qui ne serait pas déclarée, et donc dans ce cas-là, une atteinte à la vie privée, notamment des employés, sans qu'ils en soient informés. Et puis si cette montre connectée, elle est interconnectée avec d'autres systèmes, comme par exemple l'ERP de l'entreprise, le risque c'est que si on a une faille dans la montre, ça peut devenir une porte d'entrée vers d'autres infrastructures de l'entreprise et donc créer un effet domino où on va avoir vraiment une compromission de systèmes critiques à partir d'un seul appareil qui aurait été mal sécurisé. J'en viens maintenant aux enjeux juridiques en matière de protection des données à caractère personnel quand on utilise des objets connectés. Et le premier, c'est la question de la détermination des responsabilités. En fait, dans l'écosystème IoT, les acteurs, ils sont multiples. Vous avez les fabricants, les développeurs de logiciels, les fournisseurs cloud, les distributeurs, les intégrateurs. Et en bas de la chaîne, vous avez par exemple les utilisateurs professionnels, comme cette entreprise qui souhaite imposer l'utilisation d'objets connectés à ses employés. Et déterminer qui est responsable du traitement, qui est sous-traitant dans toute cette chaîne d'acteurs, ça relève parfois du casse-tête. Et dans certains cas, on peut même avoir des cas de co-responsabilité. Or, sans responsable du traitement qui est clairement identifié, on n'a pas de transparence, on ne sait pas assurer la sécurité juridique des traitements de données, et donc on a un risque important pour les droits des personnes concernées. C'est aussi extrêmement difficile de déterminer vers quel acteur se tourner si on veut exercer les droits qui nous sont conférés par le RGPD quand on n'est pas certain des rôles de chacun. En second lieu, vous avez la problématique de l'obtention du consentement éclairé. Vous le savez sûrement déjà, mais le RGPD, il exige, quand un traitement de données est basé sur le consentement des personnes, que ce consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir un tel consentement lorsque, en réalité, il n'y a pas d'interface utilisateur, comme c'est souvent le cas avec les objets connectés? Si on prend l'exemple d'un capteur ou d'un assistant vocal, il est extrêmement difficile, voire peut-être même impossible, d'informer efficacement l'utilisateur et de recueillir une manifestation de volonté qui serait explicite. Puisque si on collecte des données sensibles, le consentement doit réellement être explicite, donc il faut une démarche active de la part de la personne concernée. Et quand on utilise des objets connectés, ce n'est pas forcément toujours évident. La réalité, c'est plutôt qu'en fait, l'IoT, ça fonctionne souvent sur un modèle de take it or leave it. Ça veut dire que si vous refusez, en fait, l'objet devient tout simplement inutilisable. Et dans ces conditions, le consentement, il ne pourra pas être considéré comme licite. Troisième problématique, c'est lié, comme je l'ai déjà mentionné, à l'information des personnes concernées. Le RGPD, dans ses articles 13 et 14, prévoit toute une série d'informations que les responsables du traitement doivent fournir aux personnes concernées. Dans le cadre de l'IoT, il va falloir s'adapter aux spécificités de ces objets connectés et donc ça implique de faire preuve de créativité avec notamment l'utilisation de pictogrammes, de notices vocales peut-être même ou de QR codes, voire d'interfaces allégées. En fait, l'enjeu ici, il est fondamental parce que si on n'a pas d'informations claires, de nouveau, on ne sait pas obtenir un consentement éclairé et donc on ne peut pas avoir des traitements de données qui sont licites par la suite. Enfin, vous avez des exigences plutôt structurelles par rapport au RGPD. Donc, tous les traitements de données dans l'IoT doivent respecter les principes essentiels du RGPD, à savoir notamment le fait d'avoir une finalité qui est déterminée. Et si on réutilise les données collectées pour une finalité initiale, eh bien, il faut s'assurer que la finalité ultérieure sera compatible. Tout ça, ça vous a déjà été expliqué par Sophie. Et ça s'applique tout autant dans le cadre des objets connectés. Par exemple, si on a une absence de clarté sur les finalités en disant la finalité poursuivie par la collecte de données par des objets connectés, c'est une amélioration du service, ce n'est pas clair et donc on a un flou qui est problématique dans ce contexte de l'IoT où on peut combiner de multiples services et collecter un volume important de données personnelles sans réellement savoir quelles sont les finalités qui sont poursuivies derrière.
Ensuite, par rapport au principe de minimisation, c'est particulièrement difficile ici à concilier avec l'approche plutôt data maximaliste de l'IoT qui repose, comme je l'ai déjà dit, sur une collecte vraiment massive de données. Or, les données ne peuvent pas être simplement stockées au cas où, et donc ça impose de revoir, parfois même en profondeur, la conception des objets connectés directement à la source. Et puis, une dernière exigence du RGPD, c'est de prévoir des mesures techniques et organisationnelles qui sont appropriées pour garantir un niveau de sécurité qui sera adapté aux risques de sécurité que les objets connectés peuvent présenter. Ça implique ici d'avoir vraiment une conception des objets connectés où directement on va pouvoir intégrer la protection des données dans la conception même de l'objet. Sauf qu'il existe parfois des limites à cette possibilité, puisque certains objets par eux-mêmes présentent des capacités limitées. Ceux qui reposent sur des puces, par exemple RFID, ou sur une utilisation d'un Wi-Fi basse consommation, ne sont pas forcément adaptés pour permettre de respecter de telles exigences en matière de sécurité des données. Par rapport à tous ces enjeux et ces problématiques, il y a forcément des bonnes pratiques qui devraient être adoptées en fonction du type d'acteur. Et notamment en ce qui concerne les fabricants de dispositifs, on devrait avoir recours à des fabricants qui prévoient directement des modes de confidentialité par défaut ou qui font attention à prendre en compte de manière effective les retraits du consentement et d'ailleurs qui permettent un retrait effectif du consentement. Et puis, on devrait aussi avoir recours à des dispositifs qui réduisent au maximum la traçabilité des données et des personnes dont on traite les données par le biais notamment d'identifiants temporaires. En ce qui concerne les développeurs d'applications qui seront donc intégrés dans les objets connectés, eux, on va plutôt leur demander de veiller à créer des rappels actifs sur la collecte des données pour continuellement informer les utilisateurs. On va essayer de prévenir les risques d'inférence de données et particulièrement des données sensibles. Et puis, ce qu'il faut, c'est vraiment garantir un exercice effectif des droits des personnes concernées et surtout un droit à la portabilité. Enfin, pour les plateformes de réseaux sociaux qui permettent aux utilisateurs de publier directement depuis leurs objets connectés, ces plateformes, elles devraient obliger un contrôle éditorial manuel avant chaque publication. Ça veut dire obliger vraiment les utilisateurs à préciser si la publication sera plutôt en mode public ou juste visible par leurs amis ou abonnés, par exemple. Et donc, la règle, c'est vraiment la confidentialité par défaut. Donc, surtout ne pas rendre les publications visibles par tous et par défaut, même si bien souvent, dans le cadre des réseaux sociaux, c'est souvent l'inverse qui est prévu. Et j'en terminerai par reprendre notre fil rouge et le lien entre le RGPD et l'IoT. Sophie vous a déjà présenté et fait une synthèse des exigences en matière de RGPD qu'il faut respecter quand on utilise de l'intelligence artificielle. Mais ces exigences, elles sont tout aussi applicables aux objets connectés. Mais si je devais en apporter quelques supplémentaires, je dirais tout d'abord qu'il faut obtenir vraiment le consentement explicite des personnes dont on traite les données par le biais d'objets connectés, surtout si ça implique de traiter des données sensibles. Autre mesure complémentaire, c'est de renforcer davantage ces mesures organisationnelles et techniques qui sont adoptées pour renforcer la sécurité des données. Et enfin, le RGPD impose d'intégrer des garanties appropriées dès la conception des produits et des services. Ça, c'est ce qu'on appelle le privacy by design, mais également de faire de la protection des données une pratique par défaut. Et donc, l'entreprise qui a un doute sur l'utilisation d'objets connectés pour la protection des données de ses employés, par exemple, devrait vraiment veiller à trouver les objets connectés qui sont les moins intrusifs ou même trouver des alternatives s'ils ne sont pas en mesure de démontrer que l'utilisation est suffisamment garantie en matière de protection des données. Je passe maintenant la parole à Kimberly qui va vous expliquer la blockchain. Merci Léa. Donc, on en arrive à la dernière question de notre présentation d'aujourd'hui, donc concernant la blockchain, et pour voir si la blockchain peut renforcer la protection des données à caractère personnel ou est-ce qu'elle la compromet.
Donc, si on reprend notre fil rouge, dans le cas de la blockchain, c'était appliqué à l'utilisation d'un registre blockchain pour tracer des demandes d'accès à certaines zones sensibles. Donc, par exemple, un laboratoire de Research and Development, des salles serveurs ou encore des archives, des ressources humaines. Alors, la blockchain n'est évidemment qu'une technologie, mais n'est pas un traitement de données à caractère personnel. Toutefois, l'utilisation de la blockchain comme technologie peut avoir une incidence sur le traitement des données. Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est que la blockchain peut présenter un certain nombre d'atouts, notamment au niveau de la traçabilité, au niveau de la transparence, de la sécurité. Ça permet également de facilement vérifier des horodatages ou des responsabilités. Mais ça présente également un certain nombre de défis lorsqu'il y a des traitements de données à caractère personnel. Et c'est ces défis que je vais détailler dans les slides qui suivent. Donc notamment au niveau du stockage, de la durée de conservation, du droit des personnes concernées au regard du RGPD, mais aussi les principes du RGPD, la question des responsabilités et les transferts internationaux. Alors, au niveau des droits, on voit que le RGPD consacre une série de droits aux personnes concernées, qui sont les droits à l'information, le droit de rectification, le droit d'accès, le droit à la portabilité, le droit à la limitation du traitement, le droit au retrait du consentement, le droit d'opposition et le droit d'effacement. Et comme on l'a déjà vu, c'est que même si techniquement il est possible de modifier des informations qui se trouvent sur la blockchain, c'est très difficile à mettre en œuvre puisque ça nécessiterait que tous les nœuds mettent à jour leur copie de la chaîne et s'accordent sur la modification, ce qui compromettrait les principes de cohérence et d'inviolabilité de la chaîne qui sont justement des atouts de la technologie blockchain. Et parmi les droits qui sont consacrés par le RGPD, on voit qu'il y a deux droits qui posent question. C'est le droit de rectification et le droit à l'effacement, puisque ce sont deux droits qui justement se heurtent à cet aspect immuable de la blockchain. Alors ici, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, c'est justement que quand la transaction est enregistrée sur la chaîne, elle ne peut pas être modifiée ou supprimée sans qu'il y ait une incohérence qui soit détectée sur la chaîne, ce qui pose évidemment un problème. Alors, le choix d'utiliser la technologie blockchain peut diminuer certains risques, mais en augmenter d'autres. Et comme nous venons de le voir, donc même s'il est techniquement possible de modifier des informations qui sont stockées sur la blockchain, ça devient vraiment difficile et ça nécessiterait donc que tous les nœuds mettent à jour leur copie et s'accordent sur cette modification. Parmi les principes du RGPD pour lesquels il faut accorder une attention particulière en utilisant la technologie blockchain, on a le principe de nécessité. Donc, c'est vraiment important, si on utilise la blockchain, de s'interroger sur la nécessité d'utiliser cette technologie et de voir si les finalités peuvent être atteintes en ayant recours à d'autres technologies qui garantiraient une meilleure protection pour les données à caractère personnel. On a aussi les principes de minimisation et d'exactitude. Donc, il est important, si on utilise la technologie blockchain, de démontrer que la technologie qui va être utilisée va garantir que seulement les données nécessaires au traitement vont être utilisées et que ces données sont de qualité et exactes. Et alors enfin, le principe de la limitation de la conservation. Et donc, ça, c'est vraiment aussi important de se dire que si les traitements n'exigent pas que la conservation de données soit aussi longue que la durée de vie de la blockchain, puisque par définition, la blockchain va avoir une durée de vie illimitée, il faut essayer de voir s'il y a moyen de mettre les données à caractère personnel off-chain, donc qu'ils ne soient pas stockés sur la chaîne, sur la blockchain, et si jamais elles sont enregistrées sur la chaîne, de les enregistrer de façon à ce que l'identification des personnes concernées ne soit plus possible après la durée de conservation appropriée. Alors, troisième point, c'est que la technologie blockchain implique souvent un transfert international, en particulier lorsque les informations sont partagées entre des nœuds qui sont situés en dehors de l'Union européenne. Évidemment, dans la majorité des cas, il va s'agir des blockchains publiques puisque les nœuds vont être non choisis et non contrôlés. Toutefois, ça n'empêche pas que même si on utilise une blockchain publique,
il faut respecter le chapitre 5 du RGPD et que le responsable de traitement doit être conscient de ses obligations et identifier les transferts qui y sont associés. Et donc, le responsable de traitement doit être capable de mettre en œuvre des mécanismes de transfert adéquats, donc par exemple des clauses contractuelles type de la Commission européenne. Et dans tous les cas, il faut, dès le départ, donc dès la conception de la blockchain, appliquer le principe de privacy by design pour être certain que l'architecture de la blockchain va être respectueuse de la protection des données à caractère personnel et mettre en place une série d'éléments qui va permettre d'anticiper la conformité dès le départ et tout au long de la vie de la blockchain. Alors, une différence aussi entre la blockchain et la protection des données au niveau du RGPD, c'est que le RGPD repose sur l'hypothèse sous-jacente selon laquelle, pour chaque traitement de données à caractère personnel, il va avoir au moins une personne physique ou une personne morale, donc le responsable de traitement, à laquelle les personnes concernées vont pouvoir s'adresser pour faire valoir leurs droits. Or, comme on l'a vu au début de la présentation, lorsque j'ai présenté la blockchain vise souvent à atteindre une décentralisation en remplaçant un acteur unique par de nombreux acteurs différents, ce qui va rendre la répartition des responsabilités et des obligations difficile, notamment en ce qui concerne la notion de contrôle conjoint. Donc, on a cet aspect de blockchain qui est un modèle de gouvernance décentralisé, donc qui va impliquer une multiplicité d'acteurs, comme je viens de le dire. Et lorsque la loi ne va pas clairement désigner le responsable ou les responsables, il va falloir réaliser une évaluation concrète de la situation, donc faire une évaluation factuelle en prenant en compte les différents éléments, comme la nature du service fourni, le mécanisme de gouvernance, les caractéristiques techniques et organisationnelles et les relations entre les acteurs concernés pour justement être capable d'établir ses responsabilités et être conforme au RGPD. Si on reprend maintenant notre fil rouge de Smart Building et de l'utilisation de la blockchain pour tracer les demandes d'accès à certaines zones sensibles, on va voir que ces demandes d'accès vont contenir un certain nombre de données à caractère personnel, des identifiants, donc par exemple les noms, le badge, un identifiant interne, et aussi des données liées aux lieux sensibles, à l'heure de l'accès, etc. Et donc, il faut se poser les questions suivantes pour se mettre en conformité. Donc, la première chose à faire, c'est de faire une analyse d'impact. Donc, il est vraiment important de se demander, est-ce que la blockchain va comprendre des données à caractère personnel? Par exemple, dans notre cas, oui, le nom de la personne qui va demander l'accès, l'heure, la zone concernée. Se demander aussi, si on utilise, s'il y a des données personnelles, pardon, pourquoi est-ce que la blockchain va être nécessaire à ce traitement? Quelle est la justification de ce choix? Quelles sont les alternatives? Donc, par exemple, ici, on pourrait dire, ben voilà, que les demandes d'accès vont être enregistrées de façon immuable et ça va permettre qu'il n'y ait pas de risque qu'un utilisateur ou un administrateur malveillant ne puisse effacer ou modifier les logs. Et donc, ça a vraiment un intérêt au niveau de la valeur probatoire et de la sécurité. On doit aussi se demander quel type de blockchain va être utilisé. Est-ce qu'on va utiliser une blockchain privée, une blockchain publique, une blockchain hybride, etc. Par exemple, ici, le plus sûr serait évidemment d'utiliser une blockchain privée. Il faut aussi s'interroger sur les mesures techniques et organisationnelles à utiliser. Est-ce que les données seront stockées sur la chaîne? Est-ce qu'elles ne seront pas sur la chaîne? Est-ce qu'on peut utiliser des technologies pour renforcer la confidentialité? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Deuxième élément qu'il faut vraiment prendre en compte, comme on l'a déjà dit aussi, c'est le principe de privacy by design and by default, donc qui permet que dès la conception, on va respecter les principes du RGPD. Donc, on va prendre en compte la minimisation des données, on ne va pas stocker des données à caractère personnel directement sur la chaîne si ce n'est pas nécessaire et s'il y a moyen de faire autrement.
On peut aussi utiliser des techniques de pseudonymisation par hachage. Donc, par exemple, tout ce qui est données sensibles, on va les stocker off-chain dans une base de données sécurisée. Et si on doit stocker des données sur la chaîne, on va utiliser un hash. Donc, c'est un genre de code, si vous voulez. Donc, on va mettre hors de la chaîne les données à caractère personnel. Donc, par exemple, Marie Dupont, salle des archives, une date, une heure. Et sur la chaîne, on va mettre un code, donc par exemple F4, 7D, enfin quelque chose de codé qui ne permettra pas d'identifier la personne. Il faut toutefois faire vraiment attention, car si un hash est généré à partir d'une information où on permet d'identifier la personne de façon publique, ben, ce sera considéré comme une donnée à caractère personnel. Troisième point, au niveau des données et des transferts des données, il faut se demander où sont hébergés les nœuds de la chaîne. Donc, si c'est une blockchain privée, il faut bien vérifier la localisation des serveurs et des nœuds. Si jamais on utilise une blockchain publique, il y a des chances que les nœuds soient répartis au niveau mondial et que donc il y ait des transferts en dehors de l'espace économique européen. Et donc là, il faut vérifier s'il y a une décision d'adéquation ou mettre en place des clauses contractuelles type, etc. Au niveau de la durée de conservation, ben, comme je l'ai déjà mentionné également, la durée de vie d'une blockchain est potentiellement illimitée. Mais la conservation des données à caractère personnel ne doit pas l'être. Et donc, il faut vraiment faire attention de limiter sur la chaîne le plus possible à des hashes, et donc pas des données à caractère personnel, et fixer des durées de conservation pour les données qui sont stockées off-chain, définir des politiques claires en déterminant quand est-ce que vous allez archiver, quand est-ce que vous allez anonymiser, qui va être le responsable du suivi des délais, etc. Avant-dernier point à prendre en compte, c'est la documentation. Donc, il faut bien faire attention quand on est responsable de traitement ou sous-traitant de documenter les points qu'on a mentionnés, que ce soit la façon dont les données vont être stockées sur la blockchain, quelles sont les données personnelles qui vont être prises en compte, quel type de blockchain va être utilisé, quels sont les mécanismes qu'on a mis en place. Donc, c'est vraiment l'idée de documenter tout ce que vous avez fait pour protéger les données à caractère personnel. Et alors, dernier point, c'est l'information. Donc, il faut bien veiller à informer les personnes concernées en termes clairs des raisons du traitement, de l'existence de leurs droits, des modalités d'exercice de ceux-ci, et de bien fournir ces informations au moment opportun, c'est-à-dire avant que les données de la personne concernée soient traitées et transmises sur la blockchain. Donc, que ce soit pour que lorsqu'on déploie des technologies comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou la blockchain, il ne faut vraiment pas perdre de vue les points centraux qu'on a déjà mentionnés donc, tout au long de la présentation. Donc, bien faire attention à avoir un contrat. Donc, si vous faites appel à des prestataires, il faut encadrer la relation avec un contrat qui est conforme à l'article 28 du RGPD. Il faut évidemment faire attention lorsqu'il y a un risque élevé pour les droits des personnes concernées de faire une analyse d'impact, de respecter les principes fondamentaux du RGPD qu'on a déjà mentionnés tout au long de la présentation, dont notamment le principe de minimisation, l'intégrité des données, les principes de privacy by default et by design. Il faut faire attention aux droits des personnes concernées, donc bien fournir une information claire qui est accessible à la personne concernée dès la collecte de ces données en reprenant les finalités du traitement, la base légale, les droits d'accès et aussi se conformer au droit social et ne pas fonder les décisions automatisées sur des traitements opaques sans garantir un droit d'intervention humaine. Il faut aussi, comme Sophie l'avait mentionné, donc bien former son personnel. Donc, ce n'est pas seulement une question de déléguer à la protection des données ou de l'équipe légale, mais de bien former les départements et les différentes équipes aux enjeux de l'utilisation de ces technologies et d'avoir une gouvernance claire à tous les niveaux. Et bien sûr, faire attention au niveau de la sécurité pour prendre des mesures de sécurité qui sont adaptées aux risques au niveau de que ce soit la sécurité physique et logistique des infrastructures, la gestion des incidents, la traçabilité, les accès
et la protection des données, notamment aussi au niveau de chiffrement ou d'authentification. Et donc, avant de clôturer cette présentation, on voulait aussi attirer votre attention sur 4 autres éléments essentiels à respecter et indispensables à la réussite de votre conformité pour tout projet technologique qui va impliquer des traitements de données à caractère personnel et l'utilisation de ces technologies. C'est évidemment la cyber-résilience. Donc, on a le Cyber Resilience Act, qui est cette réglementation européenne qui vient renforcer la sécurité des produits numériques, qui est entrée en vigueur en début décembre 2024, donc décembre dernier. Aussi la cybersécurité de façon plus large, donc avec évidemment des systèmes qui sont de plus en plus interconnectés, l'utilisation des technologies, on va avoir des surfaces d'attaque qui vont s'élargir. Donc il faut vraiment prendre en compte une approche proactive de la cybersécurité en réalisant des audits, en faisant une gestion de la vulnérabilité, pas hésiter également à faire des tests d'intrusion, déchiffrement, etc. Troisième et avant-dernier point, c'est la concertation sociale. Donc ça, il faut bien penser aussi que dès qu'on met en œuvre un projet dans une entreprise qui peut avoir un impact sur le personnel, que ce soit en matière d'emploi, d'organisation du travail ou de conditions de travail, il faut réaliser une concertation sociale et l'utilisation des technologies n'y échappe pas. C'est le règlement sur les données, donc dit Data Act en anglais, qui vise à organiser l'accès et le partage des données, en particulier celles qui sont générées par les objets connectés, et qui apporte une série de changements majeurs, par exemple notamment au niveau des partages des données des objets connectés. Et le règlement va imposer une série d'obligations, par exemple de mettre en œuvre à la disposition des utilisateurs des données qui sont générées par les produits connectés, ou encore, par exemple, des obligations d'information précontractuelle. Donc, c'est juste qu'on veut aussi attirer votre attention que ce n'est pas simplement le RGPD qui est important quand on utilise de nouvelles technologies, mais qu'il y a toute une série de réglementations qui entrent également en compte. Donc, voilà, je vais repasser la parole à Fanny Coton. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois, donc Sophie Evrard, Léa Kertemont et Kimberly Orings, pour les exposés très intéressants et très complets. Nous avons débordé de quelques minutes, nous en excusons. Et merci donc d'être restés. Vous voyez ici les liens vers notre site et via lequel vous pourrez vous réinscrire pour les formations de l'année prochaine, donc n'hésitez pas. Vous allez recevoir les slides dans la journée et dans les jours ou les semaines qui suivent, le replay sera disponible. Donc, faites-en profiter vos collègues. Et nous disons rendez-vous à la rentrée. Et d'ici là, passez un bon été.